Bienvenue sur le Maghreb Project, le podcast qui donne la parole au Maghreb inspirant. Je suis Anwar Ashman, cofondateur de Maghreb Experience, la plateforme qui vous permet de partir à la rencontre des femmes et des hommes qui font le Maghreb d'aujourd'hui. Chaque mois, j'échangerai avec une de ces personnalités inspirantes du Maghreb. Les entrepreneurs créatifs, les artistes, musiciennes, musiciens, chefs, bref, des Maghreb makers passionnés qui portent haut et fort leur culture et qui prennent du plaisir à vous partager leur univers et leur amour pour cette région. Ce podcast veut transmettre un narratif nouveau sur un Maghreb contemporain ancré dans son histoire. Un Maghreb à la culture inspirante et ouverte à toutes et à tous. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de nous aider est de mettre une note 5 étoiles sur iTunes, mais surtout d'en parler autour de vous, à vos amis, vos collègues et sur les réseaux sociaux. Vous êtes nos invités. Vous faites désormais partie de notre communauté. Et enfin, n'hésitez pas à visiter notre plateforme maghrebexperience.com pour continuer l'aventure et voyager à la rencontre des Maghreb makers. Marhaba bikoum. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir une personnalité exceptionnelle. Loubna Mouna Gnoun, une des premières femmes pilotes de ligne marocaines qui dirige également l'ONG We Speak Citizen, qui fait littéralement décoller les villages du sud marocain. Elle nous emmènera dans le magnifique Qsar Aïd Ben Haddou, au fin fond de la vallée d'Ounila dans le sud marocain. De là, elle construit avec les communautés locales le modèle d'un tourisme africain de demain. Bonjour Loubna. Bonjour Anwar. Donc souvent on vous décrit, toi et Hicham, ton époux, comme des pilotes qui font décoller les villages marocains. Oula, c'est bien prétentieux ça, des pilotes qui font décoller des villages. Non, on est Hicham et moi, on est avant tout des Marocains qui sont passionnés par leur pays, passionnés du monde rural en termes généraux. Et ça, effectivement, le fait qu'on soit pilote nous a fait découvrir le monde et on a adoré découvrir le monde à travers ces ruralités. Et on s'est rendu compte que ce Maroc avait une ruralité extraordinaire. Nous, on a eu la chance, on est un petit peu baroudeurs, donc on a eu la chance de partir et de découvrir quelles que soient les conditions. Mais on s'est rendu compte que cette ruralité était relativement méconnue par les Marocains. Plus connu d'ailleurs par les étrangers que par les Marocains. Donc l'idée est venue dans une démarche citoyenne, un give back vers la quarantaine. Et quid de ce que nous on apporte en dehors, bien entendu, des impôts qu'on paye, du fait qu'on éduque correctement nos enfants, qu'on participe à l'activité économique en donnant du temps de travail à notre entreprise. Mais qu'est-ce qu'on donne à notre société? Ça a été cette démarche qui nous a poussés. Donc ça a été d'abord une démarche individuelle, donc une démarche de couple entre Hicham et moi. Et ensuite, chemin faisant, on a entraîné d'autres amis et ça a créé un collectif de gens qui partagent simplement leurs connaissances, leur savoir, pour pouvoir permettre à d'autres personnes du monde rural d'en bénéficier. Et on s'est rendu compte qu'en partageant, en fait, on recevait bien plus que ce qu'on donnait, parce qu'on recevait une connaissance de notre pays, une connaissance d'un savoir-être et d'un savoir-vivre qui raconte le savoir-vivre du Maroc profond. En fait, on est parti à la rencontre de ces gens, on est parti à la rencontre de nous-mêmes, à la rencontre de nos origines, et c'est un cercle vertueux extraordinaire de partage entre des gens du monde urbain et des gens du monde rural. Parmi ces villages, il y en a un en particulier que tu portes à cœur. C'est le Qsar Aïd Ben Haddou, donc c'est pas loin de Ouarzazate, sur la vallée du Nila. Et d'ailleurs, tu nous y as emmené dernièrement. On a passé un magnifique week-end avec toi et avec des membres de l'ONG We Speak Citizen. Mais même avant cela, d'ailleurs, on avait fait et organisé ensemble la visite du Qsar Aïd Ben Haddou en ligne. Pourquoi ce Qsar? Pourquoi cet espace en particulier? Pour une raison très simple, c'est que ce sont mes origines. Alors c'est assez égoïste. J'ai entraîné finalement et mon mari et le reste des amis initialement dans ce Qsar. Comme je te l'ai dit, c'était initialement une histoire très individuelle, donc un retour aux sources, un retour aux origines. Et quand j'ai voulu repartir au Qsar Aïd Ben Haddou, la démarche la plus simple a été de dire à mes parents, racontez-moi un petit peu ce village dont je suis issue. Et la réponse de mes parents était édifiante. On ne connaît pas l'histoire du village. Pour nous, le village Aït Ben Haddou,
c'est simplement un nom qui décrit un espace duquel on est originaire. Et donc je voulais en savoir plus. Et là, j'ai demandé à mes parents de m'accompagner. On a fait une espèce de voyage initiatique pour aller rencontrer les gens et pour savoir un petit peu plus cette histoire. Et c'était un bouleversement, vraiment un changement profond dans l'histoire de ce projet, parce que je me suis rendu compte en allant parler avec les anciens, donc les femmes et les hommes qui font ce village, parce que c'est un nom, c'est des murs, mais c'est avant tout des hommes et des femmes qui ont construit l'histoire de ce lieu, qui continuent d'ailleurs d'écrire l'histoire de ce lieu. Et ces gens nous ont raconté une histoire où on se rend compte, dans un petit village de 900 habitants, se cache une grande partie de l'histoire du Maroc. L'histoire nous ramène aussi loin que la période anté-islamique. On est sur un endroit qui est particulier, le Maroc et le Kingdom of Crossroads. On est sur un carrefour des civilisations immense au Maroc. Et ce village se trouve sur une des principales routes caravanières qui reliait le sud du Maroc au nord, en passant par l'Anti-Atlas. Il se trouve au pied du Grand Atlas et à la fin de l'Anti-Atlas. Et de ce fait-là, depuis la nuit de temps, ce lieu a été habité. Donc, avant l'islam, la route des caravanes, la période l'apogée du Maroc avec la route du sel. On est sur la vallée d'Ounila, qui est une vallée où effectivement il y a du sel. On n'est pas loin des principales mines du sud-est, donc il y a eu un intérêt pour la France pour s'installer en passant par cette vallée. L'histoire du Maroc depuis la nuit des temps est à l'intérieur des légendes et à l'intérieur des histoires que racontent les gens. Et cette histoire, malheureusement, cette transmission a été coupée du fait du mouvement de migration urbaine. Donc les gens ont commencé à quitter le village. Il y a eu déjà un premier mouvement migratoire lors des grandes famines vers les années 40. Vers les villes, donc il y a eu un premier flux migratoire. Ensuite, quand il y a eu le protectorat français, il y a un second flux migratoire, un petit peu vers l'Europe, mais surtout vers Casa, Marrakech, un petit peu Agadir, mais surtout Casa et Marrakech. Donc ce flux migratoire a fait que les gens se sont détachés de ce lieu, sont restés quelques personnes qui vivaient jusqu'à la fin des années 80, essentiellement comme pas mal de villages. Alors il n'y a pas beaucoup d'eau dans ces régions, donc très peu d'agriculture, de l'agriculture vivrière, donc ils vivaient essentiellement de l'argent qui revenait des gens qui avaient émigré. Et ce qui s'est passé, c'est que le village a été classé par l'UNESCO en 1987 comme patrimoine mondial de l'humanité. Et donc ce classement a permis une visibilité de ce village. Premier tournage, déjà le cinéma a commencé à s'intéresser au Qsar Ait Ben Haddo vers le début des années 60. Donc quelques tournages, mais là du coup beaucoup plus de tournages qui ont été faits, qui ont utilisé le Qsar comme étant un décor à ciel ouvert pour les grands tournages, et le tourisme. Donc nous, quand on était venus, notre histoire a commencé, l'histoire personnelle a commencé en 2015. L'histoire de l'association a été créée en novembre 2016, donc un petit peu plus tard. On a eu plus de 200 000 visiteurs en 2016, et ça a connu crescendo une augmentation du nombre de visiteurs à la fin des années 2010. Donc entre 2015 et 2019, on est arrivé jusqu'à des pics de 5000 visiteurs jour. C'est des chiffres qui sont affolants, mais nous, ce qui nous a affolés, c'est autre chose. C'est qu'on avait des visiteurs qui venaient, qui passaient 2 heures au village, qui prenaient la carte postale et qui repartaient. Parce qu'ils étaient tous venus dans le cadre de visites organisées, avec un temps de passage assez court au Qsar Ait Ben Haddo. Donc au fait, ils visitaient, mais ne consommaient pas, ne rencontraient personne, et de ce fait avaient très peu d'impact, voire un impact négatif. Et l'impact négatif, c'était quoi? C'est que les gens qui habitent Qsar Ait Ben Haddo, et ils ont des touristes qui passent,
qui passent très peu de temps. Donc, le seul moyen pour eux d'en tirer un quelconque bénéfice, c'est de se transformer en faux guides. Donc, du coup, on avait des enfants qui quittaient l'école. Pour aller visiter le Qasr Aït Ben Haddou, il fallait traverser une petite rivière. Donc, les petits enfants qui venaient pour tenir la main aux femmes qui avaient peur de traverser toutes seules, donc contre 1 dirham, 2 dirhams, et donc qui laissaient l'école pour ça. Et on avait de jeunes, ces mêmes jeunes, qui, une fois adolescents, quittaient complètement le système scolaire pour devenir faux guides. Donc, situation précaire parce qu'ils n'ont pas de statut, pas d'expertise parce qu'ils n'ont jamais été formés à devenir guides. Donc ils racontaient, en général, ils sont tous à raconter. On a eu plus de 80 tournages au Qasr Aït Ben Haddou, donc ils sont tous à raconter l'histoire du cinéma, qui est importante, mais qui n'est pas l'histoire des gens. C'est comme si le Qasr Aït Ben Haddou n'avait finalement à mettre en avant que l'histoire d'Hollywood. Alors que non, l'histoire est fabuleuse. Les gens sont fabuleux, leur savoir est fabuleux. Et le fait qu'il n'y ait pas un véritable travail avec ces jeunes pour qu'ils prennent conscience de l'importance de l'histoire du lieu dans lequel ils habitent, et donc d'avoir de véritables techniques pour pouvoir faire de la véritable médiation culturelle, et que finalement on soit dans une relation où tout le monde est gagnant. Eux sont gagnants parce qu'ils gagnent en expertise, donc ils ont quelque chose, une valeur à vendre, et le touriste qui vient, on lui raconte une vraie histoire, et il part de cette visite en ayant été enrichi d'un savoir, d'une culture, et donc il part avec une vraie plus-value. C'est pas ce qui se passe. Ouais, c'est vrai que ce que tu nous disais, c'était que tout était hors sol. C'est-à-dire que, en fait, l'industrie du cinéma demandait à ces gens-là d'être figurants, et eux-mêmes étaient figurants aussi dans l'industrie touristique. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le décor et les habitants comme figurants. Et donc finalement, ils n'étaient pas acteurs en fait de leur espace. Totalement. Et d'ailleurs, ça, c'était un projet. Alors nous, on a commencé à travailler directement avec les habitants. On a pris 1 année de réflexion avec les gens pour qu'ils prennent conscience de la situation dans laquelle ils étaient. C'est un travail en profondeur. D'ailleurs, ça, on nous reproche souvent, on nous dit, vous allez tout deep, vous allez trop loin avec les gens. Mais au fait, nous, notre posture, elle est pas, c'est pas une posture, comment vous dire, je cherche le bon mot. On est dans une relation totalement authentique. C'est pas du voyeurisme. C'est pas du voyeurisme. On a envie, c'est quand on accompagne les gens, je me dis, moi, à la place de ces gens, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir, qu'est-ce que j'aurais aimé connaître, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me donne. Effectivement, l'accompagnement est un accompagnement qui va en profondeur. Donc, quand on dit on a pris 1 an, on a pris vraiment 1 an. C'était plus de 300 heures de séances d'écoute. Ils ont monté un magnifique film pour raconter Ibn Nayer. Quand on fait des jeux ensemble, quand on fête ensemble, quand on célèbre ensemble, tout ça, ce sont des moments de partage qui nous ont permis de mieux appréhender ces gens. On s'est rendu compte que dans chaque village du Maroc, l'histoire du Maroc est là, présente, forte, et même plus loin. On retrouve, notamment sur les contes, les jeux traditionnels, on s'est rendu compte, Ibn Nayer, qui aujourd'hui est présenté relativement comme étant une fête pour le Nouvel An amazigh. En fait, on s'est rendu compte que c'était le Nouvel An plus agricole qu'amazigh, et qu'il était fêté du nord au sud du Maroc, partout, et c'est un peuple avec des traditions qu'on retrouve dans chaque village. Et chaque village, aujourd'hui, est capable, quand on fait parler les gens, de raconter l'histoire du Maroc. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient visiter un village dans lequel ce travail a été fait, peut finalement se contenter de cette visite pour partir avec un substrat assez important de l'histoire du Maroc rural. Bien entendu, on ne prétend pas, dans le monde rural, raconter l'histoire des grandes villes, l'histoire de l'urbanité au Maroc, qui a encore une grande histoire à part avec d'autres pans, l'histoire de l'artisanat urbain, qui est un autre type d'artisanat, mais ça, on va raconter l'histoire de l'artisanat rural, l'histoire du Maroc rural, dans chaque village, et on peut faire parler non seulement les gens, on donne la parole aux gens, mais on donne aussi la parole
à chaque pierre, à chaque pan de mur. Je me suis rendu compte que j'étais finalement devenue une conteuse, mais que chaque pierre a une histoire à raconter. Donc on fait raconter à une pierre l'histoire du judaïsme, on fait raconter à une autre pierre l'histoire. C'est des pierres qui paraissent insignifiantes, hein. L'histoire des rites quand on enterre. Il y a d'autres endroits qui racontent plutôt le rite du mariage. Et c'est fabuleux parce que là où Ghusar Ben Haddo en particulier, donc on est dans des territoires où le lien à la nature est très fort. Alors la nature, aussi bien la nature vivante que porte la terre, mais le lien aux étoiles, le lien au céleste. Donc c'est d'une richesse qui est tout simplement phénoménale. Et donc, en fait, ce Ghusar, qui pendant très longtemps a été mis en avant parce qu'il était décor dans beaucoup de films, mais en fait, vous êtes en train de révéler son histoire, vous faites parler ses murs, ses habitants, et vous avez construit un espace assez particulier. C'était la maison de l'oralité, au centre même de cette casbah. Alors la maison de l'oralité est une maison qui est particulière parce que c'est un lieu, quand on est venu en 2015, c'est un lieu qui a été complètement détruit. Et grâce à des fonds publics, le lieu a été réhabilité. Et c'était la maison du dernier Amrar qui vivait sous l'occupation, sous le protectorat français. Et au fait, le Ghusar Ben Haddo s'appelait jusqu'au début du XXe siècle Ighram Neit Aïssa. Donc le grenier de la tribu des Neit Aïssa. Et Amrar Haddo, qui était le chef du village, qui a organisé une résistance contre le protectorat français au sud-est, à la tête de la confédération de la tribu d'Eidzin, qui appartient à la confédération des Étoiles. Donc à la tête d'une coalition de tribus, était tellement connu que le village a changé de patronyme à cette époque-là. Donc on l'a plus appelé Ighram Eit Aïssa et on a commencé à l'appeler Eit Ben Haddo. Donc en lien avec Amrar Haddo. Donc c'est la maison d'Amrar Haddo qu'il a légué ensuite à son fils Amrar Brahim. Et ce lieu, on l'a dédié à la transmission. Alors la transmission, comme je vous le disais, la transmission dans nos contrées se fait essentiellement de manière orale. Alors orale ou je reprends un terme très d'aujourd'hui, c'est learning by doing. C'est les gens apprenaient en faisant. Et c'était le cas quand on avait un artisan, prenait quelqu'un pour lui apprendre le métier, donc un apprenti. C'était le cas des mamans qui apprenaient à leurs filles à tisser. Et c'était vraiment c'est une transmission qui se faisait comme ça, mais les enfants partaient pas à l'école. En fait, ils partaient à l'école coranique, mais ensuite ils avaient tout le loisir de participer aux travaux avec leurs parents. Donc à partir de 7 ans, les enfants ils participaient aux travaux. Tout ce lien-là, cette transmission-là, qu'elle soit comme en conte, en légende, on vivait ensemble. Cette transmission qui se faisait de cette manière-là, c'est complètement arrêté. Quand il y a eu ce changement de paradigme où on est passé d'une construction sociale tribale à quasiment une famille nucléaire. On est arrivé à des gens qui, même dans les villages, vivaient, on avait le père, la mère, les enfants. Les grands-parents étaient à côté, mais ils étaient dans des maisons à part. Les femmes se retrouvaient de moins en moins dans des espaces de vie communs. Ghusar Ben Haddo, ce qui a vraiment encore renforcé la chose, c'est qu'il y a une migration à partir de 1956 du Ghusar en lui-même vers le nouveau village qu'on appelle Essaouira, donc qui est juste en face, pour pouvoir se rapprocher de la route. Donc la route passait de l'autre côté de l'Oued. Et quand il y avait des crues, les gens qui habitaient au Ghusar ne pouvaient pas rejoindre. Ils travaillaient vers les années 50-60, principalement ceux qui restaient là-bas travaillaient dans les mines. Ils ne pouvaient plus rejoindre la mine pour aller travailler. Et donc, ils se retrouvaient bloqués par les crues. Et ils sont passés de l'autre côté de l'Oued, donc dans la face ouest de l'Oued au Nila, pour se rapprocher de la route qui passait de ce côté. Et là, bien entendu, ils ont reconstruit juste des maisons. Ils n'ont pas reconstruit le village avec les places publiques, avec toute la construction
tribal qui pensait les lieux publics, la place de la mosquée, en fait, tous ces espaces où l'espace est pensé pour la communauté et non pas pensé pour l'individu. Donc les gens se sont positionnés avec des maisons individuelles l'une à côté de l'autre et ça fait, bon, c'est un joyeux brouhaha, mais ça fait un brouhaha. Il n'y a plus cette harmonie du Ksar qu'on retrouve et quand on rentre au sein du Ksar, tout a un sens. Et quand est-ce qu'a été créé ce Ksar? Alors ce Ksar, c'était bien avant l'histoire orale le ramène à une période anté-islamique, donc au minimum avant le 8e siècle. Mais là, on est dans l'histoire orale, donc qui n'est pas documentée, qui n'est pas vérifiée par des preuves historiques. On va retrouver de manière certaine le Ksar dans les écrits à partir du XVIIe siècle. Par contre, la construction, les techniques de construction de Ksar, qui sont elles où il y a des preuves architecturales, on retrouve des techniques qui étaient utilisées au XIe et XIIe siècle. Donc, de manière formelle, on peut dire que le Ksar date au moins du XIe siècle, et l'histoire orale, comme je vous l'ai dit, le ramène bien avant le 8e siècle. Donc là, on est dans ce Ksar qui est pendant longtemps cet espace, ce monstre qu'on voit dans le film Gladiator. Les habitants sont figurants. Vous arrivez, vous faites un peu décoller ce village en discutant, en dialoguant avec ses habitants, en leur permettant de se reconnaître, de mieux connaître leur histoire et surtout la splendeur de cet espace qui était au carrefour de civilisation, au milieu de la route du sel. Tu disais également que c'était un caravansérail, là où les marchands du sud s'arrêtaient, au sud du nord s'arrêtaient, entre plusieurs grandes villes, Marrakech qui était pas très loin. Et donc tout votre travail, c'est finalement à partir de ce que Sorsal donne, de construire une médiation, de construire un modèle nouveau de développement par le tourisme notamment, à travers des activités, à travers des ateliers. C'est bien ça? Alors, nous, ce qu'on fait, comme je vous disais, c'est un travail en profondeur avec la communauté pour que d'abord qu'ils se réapproprient. Et bien entendu, quand on se réapproprie, on est capable de transmettre et de créer de la valeur là où il y a une véritable niche. Et d'ailleurs, c'est un petit peu un point commun avec pas mal de villages. Il y a 3 niches économiques. Et le tourisme est la principale niche. C'est effectivement, il y a de l'agriculture, donc on les accompagne à créer de la valeur autour des produits de terroir. Il y a de l'artisanat dans ces contrées, donc l'artisanat avec la fabrication de tapis. On n'est pas loin, je vous ai dit, dans la confédération des Guide, qui sont connus par le tapis Taznart, qui est un des tapis les plus fameux au monde. Donc il y a de l'artisanat, mais la principale niche pour laquelle il va falloir travailler et créer de la valeur assez conséquente, c'est le tourisme. Mais le tourisme a impact. Celui qui porte... Celui qui est capable de porter les populations locales, celui qui est capable de créer de la richesse localement, et non pas un tourisme qui, comme malheureusement on l'a vu, des gens qui passent 2 heures, qui puisent l'eau, qui donc vont utiliser une eau qui est rare, et vont laisser malheureusement des déchets qu'il va falloir retraiter, qui vont très peu consommer, et où l'argent va principalement dans des villes, voire dans d'autres pays. Ce que je dis, c'est que ces agences de voyage, je pense qu'elles ne trouvent pas grand-chose à faire localement qui puisse justifier que les gens passent du temps. Donc, finalement, comment créer une offre qui puisse intéresser et les agences de tourisme, des agences qui commencent à vendre des voyages à sens, des voyages où on est à la recherche de la rencontre, du vrai sens de voyager. In fine, si c'est pour aller voir un décor d'Hollywood, autant aller à Hollywood. Et c'est ce que nous faisons chez Maghreb Expérience. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aller visiter des espaces, mais surtout aller rencontrer les femmes et les hommes qui font ces espaces et qui les animent. Alors, on arrive maintenant au cœur un petit peu de cette discussion et au cœur du sujet, c'est le nouveau modèle de tourisme. Nous, chez Maghreb Expérience, on pense et on est convaincus que le Maghreb peut devenir la quintessence d'un tourisme nouveau. Il peut devenir l'incarnation du tourisme de demain. Qu'est-ce qu'un tourisme marocain? Ou plus généralement, qu'est-ce qu'un tourisme maghrébin selon toi? Et après, bien évidemment, ce modèle-là pourra s'étendre sur l'Afrique. Le tourisme maghrébin, c'est un tourisme qui permet de toucher ce que c'est que le Maghreb.
C'est-à-dire que quand on vient et qu'on visite, je reviens sur ce que je disais, quand on vient, on visite des murs, on est touché par un artisanat qui est en train de disparaître, une folklorisation qui est scénarisée, mais de rites et de savoirs qui sont en train de disparaître. Et est-ce qu'on raconte finalement le Maghreb d'aujourd'hui? Non, on ne raconte pas, parce que pour moi, on ne raconte pas et la culture passée, et une culture, elle n'est pas figée dans le temps. Une culture permet d'avancer, et on raconte pas ce qu'est devenu le Maghreb aujourd'hui. On raconte pas ce qui nous unit, on raconte pas ce qui nous différencie. Et au Maghreb, et j'allais dire en Afrique quasiment, ce n'est même pas une question de Maghreb, parce que cette frontière de Sahel est une frontière géographique, mais c'est pas une vraie frontière. Parce que nous, on s'est rendu compte qu'en allant chercher dans les musiques, dans les rites, dans les contes, tout ce qui nous unit, d'abord nous Maghrébins, et ensuite nous Africains, on a une histoire commune incroyable et on a tout intérêt à aller la chercher pour pouvoir la raconter et la transmettre. Accueillir des gens au Maghreb, c'est avoir des gens qui, quand ils partent, sachent parler correctement du Maghreb et ne parlent pas du folklore maghrébin ou d'un artisanat, alors bien entendu aujourd'hui revisité par des designers, ok, mais d'abord avant cette revisite par les designers, il y a des femmes et des gens, et c'est ça qu'on doit pouvoir mettre en avant quand on crée cette relation qui est la relation de visite. Et un touriste doit être capable de dire, ok, j'ai visité un pays dynamique, on a visité des lieux dynamiques qui sont inscrits dans la modernité, mais qui sont très enracinés dans un savoir de peuple qui sont là depuis des millénaires et qui ont transmis entre les civilisations d'ici, les civilisations d'ailleurs, et on redevient tout simplement un humain qui partage avec l'autre son humanité. Tu disais la dernière fois que l'industrie du tourisme aujourd'hui, en Afrique en général, hein, parce qu'on l'observe partout, nous sommes dans une dimension extractiviste. Comment toi tu penses le tourisme de demain en Afrique? Comment éviter cette stratégie de l'extraction en fait? Eh ben, cette stratégie de l'extraction, elle peut s'éviter en mettant en place un tourisme, j'allais dire, d'excellence. On n'a pas besoin d'attirer des millions de personnes, mais on a besoin d'attirer des gens qui sont capables de laisser de la valeur réelle et d'impacter de manière positive le territoire. Vous imaginez, une cité se transforme pour devenir un espace d'accueil. Cette cité qui est capable de recevoir et d'accueillir en son sein un groupe intelligent qui transmet, et au fait, on crée de la richesse mutuelle. Donc c'est plus un touriste, c'est un voyageur qui vient rencontrer, qui vient donner ce qu'il a aussi. Exactement. Et pas que les sous en fait. Non, pas que les sous. Parce que tu me disais que vous aviez fait un atelier théâtre mime, et ce qui revenait souvent, c'était ce moment où on prend du touriste, on lui prend soit de l'argent, on lui prend ce qu'il a, sans même prendre de la connaissance, sans même discuter, sans même dialoguer. Moi je l'ai observé la dernière fois quand j'étais à Marrakech, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'on attend de l'autre qui nous donne quelque chose, mais rien d'autre. Parce que le modèle n'a pas été construit pour mettre en place un dialogue. Totalement. Et d'ailleurs, nous, quand on a travaillé sur la chaîne de valeur tourisme avec les habitants, un des indicateurs qu'on a mis en place, c'est l'impact sur le niveau scolaire des enfants, des familles qui accueillent. Parce que nous, on est persuadés que quand on passe du temps en famille, en rencontrant des gens qui viennent du monde entier, vous rencontrez un ingénieur, vous rencontrez un chercheur, vous rencontrez un pilote, et ils ont une manière d'être, une manière de travailler, des métiers, ils exercent des métiers. Vous imaginez l'impact au niveau du monde rural, des petites familles, des petits enfants, des petites filles, des petits garçons qui regardent. Quand on a fait nous avec en partenariat avec Tariq Foundation et avec la fondation Atlas Dark Sky, ce qu'on a appelé des halqa scientifiques. Et ce sont des espaces où on raconte la science à la manière d'une halqa comme Jama al-Fna. Et je vous raconte pas l'impact, les yeux des enfants qui s'illuminaient en comprenant les étoiles, en comprenant les météorites, et le fait de la faire rapprocher de manière complètement informelle
Dans un moment de rencontre, vous imaginez l'impact. Donc au fait, ces rencontres-là, ce tourisme-là, est pour nous le tourisme souhaitable. Alors il y a des gens, ils vont nous dire oui, mais ce voyage-là, c'est pas un voyage de volume. Comment vous voulez gagner de l'argent? Comment vous voulez développer un territoire en amenant juste quelques centaines de personnes? Parce que on considère, et tous les voyagistes, c'est un peu la vision qu'ils ont, c'est combien de groupes tu vas me ramener, combien de pax tu vas me ramener. D'ailleurs, on parle en pax, on parle même plus en personne. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Mais que voulez-vous? Les chiffres, ils sont là. Nous, quand on a fait les études sur, alors je vais vous reprendre, quand on a travaillé sur un réseau de chambres d'hôtes, et on s'est rendu compte que l'impact de 6 chambres, je parle bien de 6 chambres, équivalait à l'impact de 1000 chambres localement, en termes d'indicateurs sociaux. Je ne parle pas du chiffre d'affaires parce que les chiffres d'affaires sont pas comparables. Mais moi, je parle de combien d'argent reste sur place. C'est tout le problème. Combien d'argent est dépensé sur place. Il s'agit comment on impacte de manière positive un territoire. Et on n'est même pas allé chercher plus loin l'impact sur les visiteurs. Et je suis désolée, quand on poste des milliers de photos sur un territoire dont on n'en connaît rien, pour moi, ça n'a pas grand sens, mis à part de consommer du flux sur le net. Donc de consommer encore de l'énergie pour créer quoi? Pour créer l'illusion d'un bonheur et l'illusion d'un instant et qui est fou. C'est pas des moments, c'est des instants. C'est des instants et malheureusement aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas l'avenir que je souhaite pour mes enfants. Et moi, en tant que touriste, c'est d'abord mon expérience en tant que touriste, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Si j'ai envie de bronzer et de faire la pause, je reste chez moi, je vais à la plage. J'ai même pas besoin de bouger, de créer une illusion d'avoir voyagé. Ce qui est intéressant, c'est aussi, et ce que j'ai remarqué au Maghreb, c'est une absence d'une segmentation dès la destination. Alors le Maroc commence à le faire avec le marketing régional, on va marketer telle ou telle région, et on le voit, d'ailleurs les statistiques de l'Office du tourisme marocain montrent que les gens ne reviennent pas souvent. Ils font du one shot. Pourquoi? Parce qu'ils viennent visiter Fès, Chefchaouen, et comme on a visité des murs, comme on a été guidé par des gens souvent qui n'ont pas été formés, on en reviendra un petit peu à tout le travail que vous menez avec les communautés locales autour de la formation, à la médiation du patrimoine. Donc ces gens-là viennent une fois et ne reviennent plus. Et tout le travail, c'est de dire, voilà, on va segmenter. C'est-à-dire que vous allez pouvoir venir à Fès pour faire ça. Vous allez avoir telle ou telle expérience. C'est ce que nous sommes en train de développer, nous, chez Maghreb Expérience. Faire que dans une ville, on puisse avoir une multitude d'expériences, de moments et de rencontres. Et donc, finalement, ce qui nous attache à un espace, ce n'est pas les murs, en fait. C'est les gens qui y vivent. C'est exactement ça. Et au fait, nous, on va plus loin. Pourquoi les gens reviennent pas? Parce qu'il n'y a pas de lien. Si j'ai noué un lien fort avec Rachid, avec Fatima, avec Mohamed, avec Brahim, avec Loubna, et ben ce lien, il perdure au-delà du voyage. Et même si je ne reviens pas moi, je vais envoyer mon copain, mon collègue, aller chez Erdogan parce que mais c'est un gars bien, mais vous allez voir, vous allez vivre avec lui un truc incroyable. Et au fait, vous ne visitez plus des lieux, vous allez à la rencontre des gens. Et ces gens, le lien est indéfectible. Et donc finalement, ce tourisme donc maghrébin de demain, en 3 mots, qu'est-ce que c'est? Un tourisme de rencontre. Un tourisme du lien et aller rencontrer ce que vous faites très bien des Maghreb Mecca. C'est des gens, des visages, des gens qui vous transmettent une émotion, qui vous transmettent un savoir, qui vous transmettent qui ils sont. Alors, tu nous mènes à la dernière question. Donc, les expériences en ligne qu'on a organisées avec vous, c'était innovant. On a développé pendant la crise du Covid, qui était quand même un grand moment de réflexion, des expériences en ligne. C'est-à-dire, on a développé l'e-voyage. Alors, l'e-voyage, qu'est-ce que c'est? Moi, je le décris souvent comme ça, comme étant à mi-chemin entre le reportage vivant et le voyage scénarisé. C'est-à-dire qu'à la différence de celui qui va mettre sa caméra et qui va se balader, nous, on va scénariser, on va travailler le territoire, on va vérifier là où il y a de la connexion, on va former les guides locaux et les médiateurs locaux du patrimoine pour qu'ils organisent une forme d'émission
en direct sur Zoom et il vous guide. Et en fait, la médiation autour de l'espace et le fait qu'on puisse utiliser le numérique pour pouvoir y ajouter des vidéos, des photos, des témoignages, etc., rend l'expérience absolument extraordinaire. Alors, dis-nous un petit peu quelle a été la genèse de ce projet, comment tu as ressenti ça, et surtout comment les guides locaux, les populations locales ont accueilli ces visites en ligne. Alors, juste pour reprendre autour du e-voyage, le numérique n'empêchait pas, au contraire, pouvait permettre la rencontre à partir du moment où c'était le but recherché. Et donc, on ne fait pas, et ce que j'ai adoré avec vous, c'est qu'on ne fait pas du e-tourisme, mais on fait du e-voyage. Alors, ce qui était extraordinaire dans notre expérience, c'est qu'on l'a construit d'abord ensemble, et ensuite on l'a construit avec les gens qui font cette visite, donc avec qui on avait déjà travaillé nous sur créer des circuits patrimoniaux, et donc on a réfléchi avec eux sur comment vous faire appréhender le mieux la personne qui est installée derrière son salon, comment le toucher, comment l'emmener et comment le faire rencontrer les gens qui sont dans leur territoire. Donc c'est une vraie intelligence collective qui s'est mise en œuvre, aussi bien à travers les gens qui sont dans les territoires qu'à travers nous qui sont finalement des catalyseurs qui les accompagnons. Donc aussi bien vous qui étiez de l'autre côté en train de penser à comment ramener les gens qui allaient partager ce moment avec les locaux. Donc ça, c'est ce que j'ai adoré au départ. Donc c'est ce qui nous a vraiment motivés à participer à finalement cette expérimentation. L'impact sur place a été incroyable parce que les gens, du coup, on avait des gens qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser, mais nous-mêmes, hein, c'est un vrai apprentissage. Comment utiliser les outils numériques, comment améliorer le son, comment pouvoir permettre en même temps, on a l'impression quand on voit une simple visite à travers Zoom que c'est rien du tout, hein, c'est juste une personne qui est assise derrière son écran et une autre, mais non, c'est pas du tout ça. On a des gens derrière avec toute une logistique, les gens qui sont en train de tourner avec un stabilisateur, tout a été pensé, scénarisé. Donc des gens qui vous attendent au niveau des artistes ou des personnes qui vont vous attendre au niveau autour d'un verre de thé avec lesquels vous allez partager ce moment de thé. Donc c'est quasiment, vous parlez de reportage et vous avez raison, c'est un vrai reportage avec des gens qui attendent, des gens qui vous accueillent, des gens qui la veille se sont préparés pour vous accueillir ce moment-là. Donc pour 1 heure, au fait, c'est pas mal de préparation en amont, mais même pour cette heure-ci, il y a 3 ou 4 jours de préparation avant. Et un gros stress. Un immense stress pour que la couverture réseau soit pas coupée. Donc on a utilisé donc des reportages, des jeunes qui ont tourné eux-mêmes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mobilisé que des gens locaux allemands. Donc des gens qui ont été capables d'avoir un regard différent quand ils étaient en train de tourner les films, pour pouvoir vous apporter leur regard à travers une petite vidéo. Donc ça a été, en fait, c'est un moment où ils mettent beaucoup d'eux-mêmes pour que vous puissiez vivre et aller en 1 heure toucher l'âme de ces lieux. Et à la différence du reportage, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on construit un souvenir partagé. C'est-à-dire que Mohamed Zelkachir, qui était guide, se souvient de ceux qui lui ont posé des questions pendant la visite. À la différence d'un reportage où là, personne ne se souvient de l'autre. Donc il y a une véritable rencontre. C'est un moment de rencontre où il se dit, mais moi j'ai assisté à pas mal de rencontres, mais j'ai été touchée par les larmes d'une personne, par les questions de tel, et c'est des moments de questionnement. Donc les gens vous posent des questions réelles, donc auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé vous-même. Et donc vous regardez, vous commencez à comprendre la psychologie de la personne qui est de l'autre côté de l'écran, comment elle réfléchit, comment elle appréhende. Et c'est ça, ce partage, cette connaissance, le regard de l'autre me parvient immédiatement, me fait réfléchir immédiatement. Et je suis dans la réponse immédiate parce qu'il faut que je te réponde à partir de ta question, de ton regard. Une expérience n'est pas l'autre. C'est pas un reportage que je vais voir aujourd'hui, que j'enregistre, que je revois demain. Chaque expérience est unique parce que c'est une vraie rencontre entre des personnes dans la vraie vie. Et on a l'inattendu.
Totalement. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas Lubna pour ce moment de discussion et d'échange, et ça nous a également permis de mieux expliquer aux auditeurs ce que nous avons fait cette année, les projets que nous allons continuer à mener ensemble. Donc on va continuer à construire des expériences en ligne, on va continuer aussi à construire des voyages sur place pour partager l'espace avec les 5 sens. On a appris au Qsara Ibn Haddou l'intelligence collective, on a appris le sens de l'histoire, du patrimoine. On apprend aussi que finalement ces gens sont ancrés dans un territoire, dans une tradition assez forte et assez riche, et surtout dans une contemporanéité, notamment avec des artistes comme Aïssa ou bien Hafid Azizi qu'on a rencontrés lors de nos différentes expériences. Et on a hâte de pouvoir continuer à découvrir cet espace et surtout à travailler avec toi et avec We Speak Citizen pour un tourisme nouveau en Afrique. Exactement, et d'autres lieux. C'est qu'une première aventure et l'aventure continue. Merci beaucoup. Merci Anouar. J'espère que cet entretien vous aura plu. Vous pouvez trouver toutes les expériences avec Lubna autour du Qsara Ibn Haddou sur la plateforme maghrebexperience.com. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux, à imaginer ce Qsara en face de vous, majestueux, ocre, sous un ciel bleu. Au loin, on entend des chants, sûrement ceux des Ahwesh, la musique locale qui se joue lors de certaines fêtes amazighs. Rapprochons-nous. Gardez les yeux fermés et appréciez.